Bienvenue dans cet épisode de Destin alchimique. L'idée, c'est de partager que nos destinées peuvent être façonnées par nos blessures, nos épreuves, mais j'aime bien le proposer aussi dans l'autre sens, hein, c'est que nos blessures, nos épreuves façonnent qui on est et façonnent notre domaine d'accomplissement et notre valeur ajoutée au monde. J'aime beaucoup cette citation de Carl Gustav Jung qui dit: les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Antonella Verdiani pour cet épisode 2, hein, qui va être centré sur l'éducation à la joie de l'enfant, des systèmes alternatifs qui permettent de donner cette liberté à l'enfant dans dans tous ses sens, hein. Ça peut concerner aussi notre enfant intérieur. Donc j'ai la joie de t'accueillir, Antonella. On se connaît depuis une bonne quinzaine d'années Oui, maintenant. depuis C'est longtemps. c'est la méditation qui nous a rassemblés, entre autres. Oui. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour tout ce que tu as fait, le fait de parcourir le monde à la recherche de solutions différentes pour nourrir autrement nos enfants sur leur façon dont ils vont appréhender la vie par la suite. Donc, je vais te laisser te présenter. J'aime bien demander à mes invités qu'est-ce qui les anime dans la vie, hein, c'est quoi tes quêtes, c'est quoi tes moteurs. Voilà, est-ce que tu as envie de nous partager qui tu es de cette façon-là? Merci Charlotte. Et qui je suis, je ne sais vraiment pas du tout. Plus j'avance, plus j'ai grandi. Je dis pas je vieillis, mais je grandis, mais moins je le sais. Mais par contre, pour répondre à ta question, on s'était quand même un petit peu préparé avant. Et c'est juste, j'ai eu un souvenir de moi, adolescente, qui commence à découvrir un petit peu le monde en dehors de la famille. Voilà. Et cette espèce de volonté de contribuer au changement du monde. Enfin, je ne m'exprimais pas de cette façon à l'époque, mais contribuer au bien-être du monde, à la joie, au bonheur. Et à l'époque, je ne savais pas que j'aurais fait ça par le biais de l'éducation, des études aussi voilà, de mes études universitaires à propos de ça et de la recherche sur les sciences d'éducation. Mais c'était, voilà, ce qui m'animait et ce qui m'anime toujours, c'est ce désir voilà, de pouvoir faire quelque chose pour les autres, mais de façon complètement, à l'époque, inconsciente. Mais à la fois inconsciente et claire, comment dire, comme peuvent être les enfants qui sont poussés vers quelque chose sans savoir pourquoi. Je dirais que c'était, maintenant que j'ai fait un petit peu de recherche aussi, je dirais que c'était un peu la lanterne, le génie qui a illuminé, éclairé mon chemin, quoi. C'était mon gourou invisible. Donc, voilà. Alors, moi, je vois ton image figée. Donc, il faudra que tu me dises qu'est-ce qui se passe aussi du point de C'est vue OK pour moi, technique. je suis bien là. Ah, OK. Parce que la connexion, alors, je dis ça, je suis juste, je suis pas à Paris, je suis maintenant à Sicile. Ah, bah, Antonella s'est déconnectée. Donc, c'est les joies du direct. Donc, Antonella va nous raconter, elle va se connecter dans un petit moment et elle va nous parler de ses livres et de ce qu'elle fait qui est centré sur, d'une part, comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant autrement. Et elle a fait le tour du monde des écoles alternatives. Je pense que vous en connaissez certaines, hein. Il y a les Montessori, Steiner, et puis tout un tas d'autres. Elle a fait une thèse, hein, sur le sujet qui est devenu un livre. Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, que je vous recommande. Et c'est un système complètement autre que le système dogmatique, en gros, où aujourd'hui, dans nos systèmes éducatifs, même si c'est en train d'évoluer, heureusement, parce qu'il y a plein de petits colibris
qui trouvent des méthodes alternatives pour éveiller les enfants. Notre système, depuis quelques décennies, il est quand même très dogmatique. On doit rentrer dans des cases, on doit apprendre et pas forcément rechercher la fibre de notre cœur qui va faire ensuite qu'on est des adultes qui ressentent vraiment ce qui les porte. Hein. On est plutôt dans le devoir, dans le falloir de répondre à des codes, à des normes, un peu comme le système éducatif nous a modelé. Et puis une autre de ces quêtes, c'est justement la joie, cette fibre de l'enfant qu'on porte en soi et qui est à faire grandir, hein, cette fameuse flamme. Donc, je ne sais pas où est Antonella, mais elle va pas tarder à nous rejoindre, j'espère. En tout cas, les partages qu'on va faire, euh, et j'ai à cœur que ce soit le cas, et je sais que ça va être le cas avec Antonella, parce que je connais une partie de sa vie, vont vraiment nous montrer que nos fibres intérieures sont à retrouver pour renouer avec cette joie. Voilà, j'ai un peu meublé Antonella pendant que tu as été déconnectée. Tu étais en train de dire que tu étais en Sicile. Oui, et que je suis dans un endroit où la connexion n'est pas très stable, comme vous avez vu. Et la raison aussi parce qu'on a refusé d'être connecté à la 5G. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le résultat. Donc, je reprends le fil. Donc, voilà, mais je pense que j'ai répondu à la question. Oui, Qu'est-ce ce qui t'anime, hein, c'est changer le monde avec ses fibres, avec cette belle énergie. et qui est toujours là. Et je dois dire que ça ne dépend absolument pas de moi. Donc, je crois que c'était un choix de l'âme complètement inconscient à l'époque et là conscientisé aujourd'hui. Hum, Et c'est quelque chose qui ne... Voilà, je répète, ça n'a rien à voir avec ce que moi je peux décider. Donc, et, et je suis engagée à ça. Donc, il y a. Moi, au début, j'ai fait des études d'architecture dans lesquelles j'ai pas excellé du temps. C'était quelque chose qui me correspondait pas trop, sauf la partie, on va dire, de création, et plutôt de communication avec les gens. Voilà. Mais c'était tout le côté technique qui était très difficile pour moi. Et donc, petit à petit, j'ai abandonné ça. J'ai quand même travaillé presque une dizaine d'années dans ce secteur. Et puis, je suis partie pour l'UNESCO. Et avec l'UNESCO, j'ai resté un temps en Afrique, 2 ans et demi au Sénégal. Et après, quand je suis rentrée sur Paris, je me suis retrouvée dans un autre endroit qui n'avait plus rien à voir avec l'architecture, la sauvegarde des monuments. J'ai eu la chance de pouvoir être inspirée par un grand directeur général qui s'appelle Federico Mayor et qui est un visionnaire. Et là aussi, c'était comme il y avait une résonance avec lui. C'était quelque chose qui justifiait aussi mon choix de me retrouver, enfin mon choix, ma chance de me retrouver aussi dans un milieu comme ça, un milieu d'une organisation internationale. Et puis, grâce au fait que j'étais à l'UNESCO, j'ai découvert un monde incroyable avec des expériences différentes et variées dans tous les domaines. Et je suis arrivée petit à petit à l'éducation. Et là, ça a été vraiment une découverte. Et je dois dire, et je le dis toujours, que je me suis moi-même éduquée, enfin rééduquée. Mais dans le sens, dans le bon sens, d'aller découvrir ce qui me nourrissait, ce qui continue à me nourrir, et en même temps être guidée et quelque part aussi suivre les traces aussi des personnes qui étaient là avant moi. Donc j'ai découvert aussi toutes des pratiques différentes dans les différentes parties du monde, mais aussi des outils qui avaient beaucoup à faire aussi avec les thérapies alternatives. Je sais pas, moi, par exemple, tout ce qui est à faire avec le monde de la communication non violente, de la médiation. Et moi, je trouve que quand on commence un parcours, par exemple, d'éducation à la paix, parce que finalement, c'est ça, on a vraiment besoin de se poser des questions sur soi
Et voilà que je suis arrivée aussi voilà, à me demander plein de choses, et dont une était aussi ma place dans cette organisation-là. Et je me sentais plus du tout, presque quelque part, légitime. Euh, voilà. Le moment où j'ai commencé à rêver d'être dans un bureau avec des barreaux comme une prison, j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, C'est hein? tout un symbole, hein. C'est tout un symbole d'être dans ces grandes institutions, même l'architecture, hein. On est quelque part Oui, dans quelque chose de très carré, très cadré, comme la grande oui, institution onusienne que représente oui. l'UNESCO, même si son dirigeant, comme tu dis, à ton avis, était un visionnaire. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler, puisque c'est quand même quelque chose de très spécifique chez toi, de ce qui t'a animé de faire cette thèse hein, sur l'éducation alternative. Ouais. Qu'est-ce qui Euh, t'animait? Qu'est-ce que tu voulais en fait faire passer comme message à travers ta thèse et à travers cette quête-là et puis ton livre ensuite? mais je dois dire que ça a été un moment presque de serendipity. Tu sais, quand tu cherches quelque chose et puis finalement tu trouves quelque chose d'autre. Et je suis allée en Inde dans un endroit qui s'appelle Auroville, qui est quand même, grâce à l'UNESCO, je l'ai connu parce que l'UNESCO a beaucoup parrainé, a parrainé la naissance de cette ville dès le début, puis l'a accompagnée, puisque ce n'est pas encore une ville, mais c'est un projet qui est un projet pour l'humanité, pour l'unité humaine. Et quand je suis arrivée, je suis allée en Inde voir cet endroit, j'ai découvert des gens qui faisaient, qui étaient en train d'expérimenter ce qu'on disait qu'on allait faire à l'UNESCO. Et je me suis dit, là, ils le font vraiment pour de vrai. Et donc, j'ai décidé de faire ma thèse au début, sur la formation des formateurs, la formation des enseignants et des formateurs et des éducateurs à Auroville. Donc, ça veut dire dans un environnement, dans un contexte international, interculturel, avec des enfants qui parlent différentes langues, quand même en Inde. Donc, c'est un contexte culturel et religieux qui a une forte spécificité, avec une spiritualité vivante, quotidienne et quand même une recherche constante sur l'éducation intégrale. Donc, intégrale, donc, qui concerne toutes les parties de l'individu et de l'enfant. Et donc, voilà, au début, c'était ma question, comment est-ce qu'on peut se former en tant qu'enseignant à ce type d'éducation? Et j'ai fait des questionnaires, j'ai parlé avec les enseignants. Et puis, quand j'ai commencé à questionner les enfants, plutôt les ados, hein, parce que c'était plutôt les enfants qui étaient à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, voilà, même aussi au niveau lycée. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était une constante, et c'était le plaisir d'aller à l'école. Donc, pour avoir connu des écoles aussi en France, et non seulement en France, mais en Italie, et non seulement en Italie, mais dans d'autres pays occidentaux, on va dire, c'est pas du tout quelque chose qui saute en l'œil, qui, euh, qui, euh, qui étonne les gens de voir les enfants qui sont très heureux d'aller à l'école. Donc, c'est plutôt le contraire. Et là, j'ai interviewé des enfants qui me disaient, mais ben, là, l'école, se termine dans une semaine, oh, c'est dommage, tu vois, ouf, les vacances. Donc là, j'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans ces écoles? Donc, j'ai commencé à les questionner sur le bonheur d'être à l'école et qu'est-ce que c'était pour eux d'aller à l'école. Et c'est plutôt le terme joie qui m'est venu, plus que bonheur. Je trouvais que bonheur, ça faisait un peu galvaudé aussi par toute l'utilisation qui a été faite par les pubs, et voilà, tout ce qui est la communication dans notre monde marchand. C'était plutôt joie, le mot joie, qui correspond beaucoup plus à cette émotion que les enfants ont de façon spontanée. Et alors là, j'ai découvert aussi toute une définition et tout un travail qui a été fait aussi chez Aurobindo sur l'homme nouveau et cette possibilité de l'homme, de l'humanité et de l'homme nouveau d'arriver à un état de conscience tel que cet état de joie devient constant. Et
puisque la joie en sanskrit, c'est l'étymologie, elle vient du sanskrit, c'est vraiment le lien qu'on a donc de façon verticale. Et moi, j'ai voulu ajouter aussi de la dimension horizontale, c'est-à-dire je suis en joie quand je suis en lien, bien sûr, avec quelque chose qui va au-delà de moi, donc qui me dépasse, bien enraciné, mais quand je suis aussi en lien avec les autres. Donc, on pourrait reprendre les symboles de la croix, dénoués de toute signification religieuse catholique, et mettre au centre de cette croix un cœur, quoi, le cœur de l'humain. Bien sûr. Alors, c'est quoi que tu as analysé comme étant les ingrédients clés qui font que les gens, les enfants ont de la joie d'aller à l'école? Alors, ce que j'avais découvert à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est aussi enrichi avec un autre ingrédient, ben, je vais le dire. À l'époque, c'est toujours hein, la découverte aussi d'une approche éducative, comme je disais, intégrale, c'est-à-dire qui correspond aussi à l'évolution, au fait qu'on nourrit aussi tous les aspects des enfants et des adultes aussi, parce que pour les éducateurs, les enseignants, c'est la même chose, c'est-à-dire le physique, donc beaucoup de mouvements, d'attention aussi au bien-être physique, puis travailler avec la conscience du corps pour être en lien aussi avec ce qui nous entoure, voilà, l'environnement, les autres, soi-même. Donc le physique, le mental, la nourriture du mental, c'est-à-dire nourrir le cerveau, mais pas que comme on fait dans nos écoles, c'est-à-dire on pense qu'on est des grands cerveaux sur deux jambes et puis c'est tout. Donc le cerveau qui est au service de toute cette dimension globale. Donc évidemment avec une forte attention à ce qui est beau, ce qui fait évoluer, ce qui donne l'exemple, avec des textes qui sont beaux, qui donnent du plaisir aussi à lire. Et là, il y a eu toujours cette attention aussi à la beauté. Hein. C'est dans la vision intégrale de Mère et de chez Aurobindo, c'est un accent qui est mis fortement sur la beauté en tant que valeur. Et puis, il y a toute la dimension, on va dire, plutôt vitale, c'est-à-dire le contact avec ce qui est, ce qui est du domaine des émotions. Voilà. Apprendre aussi à connaître, à reconnaître les émotions. Et voilà, à l'époque, on ne s'exprimait pas comme ça, on ne parle pas d'émotion, mais on parle plutôt de vital, c'est-à-dire ce qui nous anime, ce qui est aussi l'eau qui circule en nous. Et puis, évidemment, toute la partie spirituelle. Et j'ai découvert des écoles, là surtout, les écoles dont je parle et qui ont été l'objet de ma thèse, de ma recherche de thèse, ce sont des quand même, on baigne dans un environnement qui est spirituel en soi, parce qu'on est en Inde quand même. Et je répète, c'est une spiritualité qui est là au quotidien. Voilà. Donc, moi, j'ajoute à ça ce que je viens de découvrir depuis quelques années, l'importance de la nature et le fait que les enfants sont immergés de façon quotidienne dans un environnement qui est naturel, ça veut dire la forêt, les arbres, la mer à côté, voilà, les animaux, tout ça. Donc, si tu veux, pour moi, la nature, elle est devenue un facteur d'éducation en soi. Et ça, c'est toute l'importance aussi de cet élément que je rajouterai, je donnerai encore plus de l'importance par rapport à ce que j'avais découvert à l'époque. C'est aussi l'horizontalité, hein, le contact avec notre monde extérieur, qu'on l'appelle nature ou qu'on l'appelle nos congénères. Exact, exact. Donc, à la suite de ça, quand j'ai fait ma thèse, puis j'ai commencé à travailler pour des labos de recherche en France, à Paris. Et puis, bon, j'ai été appelée enfin, j'ai été contactée, enfin, je ne m'en souviens plus, mais je me suis retrouvée avec les colibris
de Pierre Rabhi, il y avait à l'époque Cyril Dion, il y avait Alain Aubry, il y avait des personnes que je venais de connaître et un monde que je venais aussi de découvrir, tout le monde de la citoyenneté, enfin de l'engagement de la société civile en France qui est très fort. Et puis Cyril Dion m'a proposé de contribuer à cette collection qui s'appelle Domaine du possible d'Actes Sud avec un livre. Et le livre au début devait s'appeler Éduquer à la joie. Et puis il y a eu tout un aller-retour avec la maison d'édition. Et puis ça, le livre s'appelle comme ça, Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, et qui est sorti en 2012 et qui porte sur les exemples des pédagogies que je dis éduquent à la joie. Parce qu'il n'y a pas que les écoles à Auroville en Inde. Et il y a beaucoup d'écoles qui ont cette approche, même s'ils ne nomment pas d'éducation intégrale, mais il y en a beaucoup dans le monde. Là, je porte des exemples aussi au Canada, quelques exemples en Italie, des exemples en France, en Angleterre, donc au Brésil. Et à un moment donné, j'avais senti le besoin de mettre à jour aussi ce livre parce qu'il y a toute une dernière partie qui concerne aussi tous les contacts à prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qui on peut contacter si on veut créer une école, les pistes d'action. Et puis, il y a eu le Covid là au milieu, et ça s'est arrêté. Mais effectivement, ce livre aurait besoin de mise à jour avec Oui, voilà, forcément, ça, les coordonnées changent et puis il y a bien beaucoup sûr, d'autres écoles qui ont été créées plein d'autres écoles. depuis une dizaine d'années, plein d'instituteurs qui se sont éveillés. On en connaît au moins un, toutes les deux, Oui, un ami commun. Hein, oui. Et alors, j'entends un des mots que tu cites le plus souvent, c'est la joie. Mhm. Donc, c'est forcément quelque chose qui t'anime, hein, la joie avec un grand J. Et puis, tu as poursuivi après avec un autre livre, hein, Oui, comment renouer avec la joie qui de s'appelle l'enfant. Renouer avec la joie de l'enfance. Voilà. Alors, Euh, qu'est-ce que tu y rajoutes là-dedans? C'est quoi le message clé que tu nous livres à travers ce livre? ben, je dois dire que ce livre a été plutôt une commande, avec aussi toute une partie des exercices à mettre en place pendant qu'on suit un parcours que moi j'appelle voilà, oui, d'éducation à la joie, parce que finalement, je n'ai pas d'autres mots pour ça. Et moi-même, j'ai propose, j'ai fait des formations avec des enseignants et des parents, des adultes sur ce parcours d'éduquer à la joie, parce que partie de la question qui est la même de ce livre, comment est-ce que je peux éduquer à la joie les enfants, être dans un état de bonheur ou enfin de légèreté ou de tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, si moi-même je ne suis pas liée à ça, moi-même en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, etc. Et quelle est ma posture? Quelle est ma posture face à un enfant? Et finalement, qui suis-je lorsque je transmets, lorsque j'enseigne? Parce qu'évidemment, il y a que les enfants qui sont des spécialistes pour te renvoyer aussi toutes tes contradictions, tout ce que tu ne vas pas, tu ne vois pas. Et, et voilà, donc je ne sais pas. Alors, j'avoue, chaque fois, j'ouvre ce livre, je dis, bon, ah oui, j'ai écrit ça. Je ne suis pas 100% satisfaite de ce livre. Effectivement, le premier, il s'est vendu assez bien. Le deuxième, pas du tout. Mais je dois dire il y a, comment dire, des espèces de... Je crois que c'est des balises, voilà, que je pourrais Hum, reprendre point par point pour le développer et en faire quelque chose de beaucoup plus complet. hum. Et en même temps, en utilisant ça dans les stages que j'ai donnés et que je donne en suivant ce parcours, je me rends compte que ça marche.
comment dire, lorsqu'on se met à faire des exercices, par exemple, sur le fait de se reconnaître, et là, je pense que c'est quelque chose que tu connais en tant que coach, toi, c'est-à-dire reconnaître sa propre force, sa propre beauté, sa propre valeur. Et là, moi, je fais faire aussi des exercices, et surtout un exercice que j'adore qui s'appelle l'auto-louange. Et quand je découvre ça avec je fais découvrir ça aux adultes, aux éducateurs, et là, je renoue avec une force qui est, comment dire, voilà, primordiale, quoi. C'est quelque chose qui est l'origine aussi de soi-même sur Terre. Je suis là parce que je suis tout à fait originale Mm. je- dans, dans ma mission et en même temps, je suis pareille aux autres. Mm. Donc, Ce que j'entends dans ce que tu dis, parce que tu nous livrais des petites clés comme ça, mais moi, ce que j'entends en fil rouge dans ce que tu dis, c'est que ce qui va nous permettre de nous connecter à la joie, c'est d'être en contact avec soi et avec sa fibre intérieure, sa singularité et l'estime de soi-même. il n'y a pas que ça, si tu Oui, veux. alors, dis-nous, moi j'ai Ouais, entendu le ça, mais parcours. dis-nous des clés pour toi qui permettent de se reconnecter à la joie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment avec Oui. tout ce qui nous arrive qui ont du mal hein, justement à se connecter avec cette joie-là, un peu alors qu'elle est là, mais en fait c'est comme le soleil qui serait caché derrière les nuages. Comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à ce soleil caché derrière les nuages quelque part? Qu'est-ce que tu Alors peux d'abord, donner comme petites astuces? oui, mais ce n'est pas une formule magique, absolument pas. Donc, j'ai évidemment qu'il y a des personnes qui ont des blessures tellement graves et qui portent aussi ça, que ça, c'est juste une proposition. Et d'ailleurs, ce que je dis à chaque fois dans les stages, et puis et je dis aussi dans ce livre n'est pas un parcours de psychothérapie, mais il va vous quand même aider à mettre de la lumière sur des zones d'ombre que les enfants sont aussi des spécialistes à révéler. Et donc, le parcours, il s'appuie sur un chemin. Donc, moi, je dis que la joie est une sorte d'émotion guide qui peut arriver à un état d'être, un état de l'être, hein, quelque chose qui peut devenir aussi stable. Et je pense que on peut partir effectivement de la reconnaissance de sa propre voilà, originalité, dans sa propre force, c'est-à-dire reconnaître la beauté que je suis, hein, la reconnaissance d'abord avec soi-même, Hum, mais qu'il faut faire, moi à mon avis, quand je propose cet exercice qui s'appelle le Kasala, l'auto-louange, je propose de faire un exercice d'écriture à partir d'une qualité que chacun de nous a pour la déclamer devant les autres de façon complètement voilà, exagérée. Et là, effectivement, lorsque je suis en contact avec moi-même, le moment de l'écriture et de la réflexion sur ma propre qualité, et que je la déclame, je suis en train de renaître au monde quelque part, hein. hum, Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une pratique africaine orale. Et il y a aussi en Belgique Marie Mélis qui la propose et puis d'autres. Puis il y a ce que j'appelle une étape de résonance, c'est-à-dire je peux entendre avec l'oreille de l'autre quelque part, hein. Et ce qui me donne aussi un petit peu ce qu'on a vu aussi dans la première phase de la reconnaissance, cette, euh, cette sensation du lien que j'ai avec les autres, c'est-à-dire être à l'unisson avec les autres. hum, Euh, et ça se fait aussi, moi je propose des exercices, c'est-à-dire lorsque je parle, et puis lorsque je chante, lorsque j'émets des sons, lorsque je suis en train de parler avec ma voix, je suis en résonance avec la voix des autres. Donc, hum. et avec les enfants, ce sont des choses qu'on peut pratiquer facilement. On est encore dans le symbole de la croix, ça. C'est-à-dire que dans le premier cas, tu nous dis, ben, c'est une reconnexion, une Ouais, reconnaissance de soi-même et de mise en emphase de nos fibres, hein, de nos talents personnels. Donc, la connexion vraiment à notre vérité intérieure. Et oui, puis, l'horizontalité, c'est je suis aussi
en connexion pleine et entière avec le monde qui est autour de moi, en l'occurrence les autres. Hein. C'est comme si c'était deux sources de joie, quelque part. Encore le symbole de la croix. Exactement. Puis il y a aussi une autre étape qui est révéler. Révéler, c'est lever le voile et donc aller vers aussi le développement de tout ce qui est ce sixième sens qui est l'intuition et qui n'est jamais considéré dans nos écoles, évidemment pas. Hein. Donc, dans notre société très rationnelle et rationaliste, il n'y a pas du tout ça. Mais par exemple, dans les écoles que j'ai vues en Inde puis et puis dans d'autres pays, ce sont des pratiques qui commencent à se rentrer et comment dire, l'intuition est quelque chose que nous avons tous, sauf que nous ne savons pas comment la révéler. Donc, comment l'utiliser. Voilà. Donc là, je propose aussi des exercices, quelque chose que j'ai appris voilà, là aussi en Inde. Et puis, relier, je voulais ajouter aussi effectivement cette étape qui est la reliance avec le vivant, la nature, et puis voilà, aller embrasser des arbres, enlacer des arbres, aller en contact avec la nature, et puis être dehors tout le temps. Et là, j'ai découvert dernièrement aussi des pédagogies qui amènent les enfants toute la journée en contact avec la nature et qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, les enfants sont dehors. Et là, c'est des enfants joyeux. J'ai découvert des enfants C'est joyeux. vraiment la reliance qui ressort, que ce soit la reliance à Ouais, soi, la reliance aux autres, la reliance à la nature, la reliance à quelque chose qui peut nous transcender, quel que soit le point de vue qu'on a sur l'intuition. Hein. Ça peut être notre cœur qui parle ou ça peut être une inspiration ouais, extérieure. On ne sait pas, ça peut être aussi les deux. Mais en tout cas, le maître mot que j'entends, moi, c'est la reliance à soi et à notre environnement exact, extérieur. Hein. exact. Et alors, tu penses bien, tu me connais, je meurs d'envie maintenant de savoir d'où ça prend naissance et sa genèse. J'ai entendu des mots qui ont fait tilt hein, quand tu les as prononcés. Il y a déjà international, interculturel, alternatif, et il y a des mots paradoxaux aussi, parce qu'il y a éduquer à la joie, c'est deux mots qui semblent un peu antinomiques au départ. Il y a la notion d'intégrale avec toutes les dimensions de l'être hein, pour justement ces écoles alternatives. Et puis il y a le mot qu'on vient de citer, la reliance. Alors, selon toi, ce besoin que tu as de favoriser le bien-être, la reliance, la joie, la notion d'intégrer les dimensions de l'être, etc., d'où ça pourrait partir que tu as pu vivre comme épreuve hein, ou comme blessure, si tu as envie d'aller directement dans des petits ou gros traumas d'enfance, qu'est-ce qui te vient en premier, qui serait la quête logique de ce que tu as pu vivre de douloureux? Écoute, moi, pendant longtemps, j'ai pensé comme toi, c'est-à-dire que j'ai pensé que puisque l'enfance n'était pas très joyeuse, j'allais me refaire une enfance. Il y a toujours le temps pour avoir une enfance heureuse, non? Euh, et là, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est assez indépendante. Je suis en train de lire Le Code de l'âme de Hillman sur toute la question du daemon, tu vois, le génie, tout ce qui anime aussi l'âme à faire un parcours original et qui parfois ne dépend pas des blessures ou des Mhm. On a de la événements. lumière directe, heureusement, qui nous arrive aussi. Exactement. Donc, moi, je ne peux pas dire d'avoir eu une enfance malheureuse. Surtout, je peux dire qu'il y a eu peut-être un manque de joie, oui, que pour moi, mais c'est pour moi. Oui, Si mais je c'est ça parle qui avec compte. ma Hein. sœur, C'est oui, ça qui d'accord. compte. Hein. Oui, mais si je parle avec ma sœur récemment, elle m'a dit, mais moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse. Et on était quand même dans la même famille. Mm. Donc, pour moi,
je vais mettre de la musique, je vais faire des choses, tu vois, je vais changer cet état où ça me semble qu'il n'y a pas assez de lumière, quoi. Parce que Mm. finalement, c'était beaucoup aussi mettre un peu de lumière dans des moments d'ombre. Mm. Alors, euh, Qu'est-ce qui faisait que selon évidemment, toi, il n'y avait pas cette joie? Qu'est-ce qui tamisait cette joie selon toi dans ce que tu as pu vivre? c'était une famille normale qu'on peut avoir, comment on peut avoir avec des drames aussi qui font partie du quotidien des familles aussi. Il y avait, si tu veux, j'ai aussi pensé, parce que mais tu m'as posé la question, donc il y avait des moments où effectivement, par exemple, nous, on ne pouvait pas inviter des enfants à la maison, parce qu'il y avait un grand-père qui était considéré comme un fou, et que donc on avait peur que lui les chasse. Donc voilà. Mais bon, on allait dehors. Oui, mais bon, à la maison, il n'y avait jamais cet état de, voilà, de légèreté. Ça manquait Et d'enfants bon, à la maison. oui, il y avait pas, il y avait un manque d'enfants à la maison, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui sont pas graves en même temps. Alors moi, j'ai beaucoup souffert quand je suis allée à l'école. Ça, oui. Quand je suis allée à l'école, je rêvais, mais ça jusqu'au lycée, je rêvais d'avoir des enseignants qui nous fassent rêver moi-même, tu vois. Donc vraiment l'intégration du rêve là-dedans. Je rêvais d'avoir un prof qui aurait eu le courage de dire, voilà, vous prenez votre stylo et vous écrivez une composition, je sais pas comment on dit en français, en italien on appelle thème, un thème, tu vois, donc une composition de français, quoi, de l'italien, dans ce cas précis, et vous y mettez dedans un arbre, une chèvre, le soleil, et puis voilà, la guerre au Vietnam, parce que c'était un peu l'époque, tu vois, donc. Et là, j'ai jamais eu ça. Donc, et ça manquait totalement de liberté, totalement de fantaisie, totalement aussi de mouvement, de pouvoir aussi communiquer, d'être avec des copains et pouvoir aussi, mais ne serait-ce qu'aussi dans l'espace physique de la classe, bouger les bancs, tu vois. Et donc, ça, moi, l'école, ça a été. J'étais bien à l'école, hein, j'étais un bon élève, quoi. Mais c'était pas la joie, pas du tout. Et puis, il y a eu cet épisode aussi que je cite au début du livre Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, de la Scala, où c'était donc ce théâtre à la Scala, où je pensais être accueillie pour pouvoir faire mes cours de danse que j'adorais à l'époque. J'avais 10 ans et je voulais être danseuse, comme beaucoup de petites filles. Mais c'était le rêve de ma vie, quoi. Absolu. Et quand on est enfant, on est dans l'absolu total. Donc, c'était ou ça ou rien du tout. Eh bien, ça a été rien du tout parce que ça a été, c'était un échec. Et quand je fais le TEDx que tu as vu et que tu me dis d'avoir aimé, c'est effectivement autour de ça. Comment on peut briser, comment les adultes peuvent se permettre de briser les rêves des enfants. Mm. Les rêves et Moi, la joie, parce que ouais, il y a un lien quand même. Même si c'est peut être vrai pour nombreux d'entre nous, toi, c'est suffisamment mis en exergue dans ta vie pour que ce soit marquant. C'est comme si cette joie qui était déjà là, ce que tu appelles le daemon, hein, elle était déjà là, mais elle était cadrée, elle était étouffée, elle était brisée, complètement. enlevée, hein. Même, on pourrait dire qu'une enfant qui danse, ça va être un enfant joyeux, léger. Et puis là, c'était empêcher l'imaginaire quelque part. On est dans des fibres typiquement de l'enfant, l'imaginaire, hein, dans l'enfant symbolique, hein, même un adulte qui serait enfin, qui travaillerait son imagination, on est dans l'énergie de l'enfant intérieur. Et ça t'a été bribé, en fait, bridé. Hein, Complètement. Ouais, moi, je me souviens d'avoir pleuré comme jamais. Ça m'était arrivé avant et puis même après, c'est-à-dire des pleurs de désespoir d'un enfant de 10 ans. Et dans le bus que me ramenait à la maison après cette sélection où j'avais pas été acceptée. Et pour moi, c'était vraiment vraiment la cassure, quelque chose qui s'était cassé à l'intérieur. hum,
évidemment que je ne pouvais pas le formuler comme ça. Évidemment qu'il n'y avait pas que la Scala et donc que mes parents auraient pu me mettre dans une autre école de danse, me dire, écoute, il n'y a pas que la Scala, il y a d'autres 1000 écoles, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Et ça n'a pas été ça. Et donc, Mm. si tu veux, c'est sûrement un épisode qui m'a aidé aussi à me dresser. Voilà, de dire, Mm. ben non. Ben alors, mais ça n'a pas été tout de suite. Il a eu du temps pour alchimiser tout ce processus. Tu Mm. sais, bien, Ouais. tu es la maîtresse des destins alchimiques, donc tu le sais. Ouais, ouais. Mais j'entends aussi, tu sais, ça peut paraître anodin, mais ça peut être très marquant. Le fait de pas avoir le droit, à cause d'un fou potentiel, hein, de mettre les enfants à l'intérieur, au cœur, tu vois, c'est ce manque de reliance de l'enfant à l'intérieur. Je vois les choses d'une manière systémique, hein. Mhm. C'est comme si possiblement, ce qui peut naître de ça, c'est remettre l'enfant au cœur, hein, Oui, à l'intérieur. oui, L'enfant, il est non, il est à l'extérieur, hein. Alors, ça peut être des processus très inconscients et très subliminaux, mais c'est quand même ne pas avoir le droit de faire venir l'enfant à l'intérieur peut générer ce paradoxe inverse d'avoir envie de remettre l'enfant au cœur, à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, bien quelque sûr, part, hein. bien sûr. Oui, oui. Donc, bon, c'est moi, tu sais, à travers ces destins alchimiques, j'ai à cœur non seulement de partager des témoignages de belles personnes qui sont pour moi une valeur ajoutée au monde, en colibri, hein, que nous sommes tous. Et j'adore les émissions que je regarde à la télé sur les destinées, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on devient Marilyn Monroe? Qu'est-ce qui fait qu'on devient Claude François, Mm. hein, ou le général de Gaulle, hein. Mais les quidam comme nous aussi, nous avons tous nos parcours initiatiques et les petits traumas, même si on peut avoir tendance à les négliger parce que bon, on dit c'est pas grave, parce que tout le monde vit plus ou moins ça. Oui, mais ils génèrent ce mouvement et ces quêtes plus ou moins Bien grandes qui sûr. façonnent notre destinée et qui on est, et la valeur qu'on apporte aujourd'hui au monde. Et moi, j'ai envie de, quelque part, de remercier ton grand-père et de remercier ces écoles emmerdantes qui en travaillent la joie parce que grâce à elles, tu as aujourd'hui cette œuvre que tu proposes et qui permettent d'une façon alternative, autre, d'être dans quelque chose de plus intégratif et de connexion, de reliance, alors que tu étais déconnecté de tout ça. Je pense que c'est grâce à ces privations que ton daemon original a eu vraiment cette fougue de transmettre à ta manière, hein, qui tu es aujourd'hui et ce que tu peux apporter à d'autres, aux enfants et aux adultes. Oui, et en ce qui me concerne, c'est aussi cette vigilance à faire en sorte que ça ne devienne pas quelque chose qui empêche, tu vois, qui me fige. Voilà. Donc, c'est juste un tremplin. Voilà. Bien sûr, ah ben on est d'accord, c'est un mouvement. Quand on parle de Un vie, mouvement, c'est quelque effectivement. chose qui nous anime, nos moteurs, les émotions, c'est du latin motum, hein, c'est-à-dire nous propulser, et c'est le moteur, hein. Oui, oui. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir. Peut-être qu'il y a des questions parmi les personnes présentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous avez soit des témoignages, soit des questions à poser à Antonella, c'est le moment avant qu'on clôt ce deuxième épisode de Destin alchimique, hein. Je débute hein, dans mon J'ai oublié de parler aussi de quelque chose qui a été une expérience formidable, le printemps de l'éducation. Là aussi, c'est deux mots qui vont pas ouais. ensemble, printemps et éducation. C'est-à-dire, pendant une dizaine d'années, il y a une association en France qui a relié les acteurs du changement éducatif. Donc, ça a été une très, très belle expérience qui est terminée de façon, on va dire, organique, hein. Donc, bon, je pense que ça a fait ça a mené sa vie pendant une bonne dizaine d'années avec des moments extraordinaires de partage. Et on est toujours dans cette reliance. Voilà. Hmm. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu dis
éducation à la joie, le printemps de l'éducation, Mhm. alternatif. Forcément, tu me connais, moi, avec mes tocs Oui. alchimiques. Moi, Oui. j'entends vraiment qu'il y a le mariage, hein, tu parlais de croix tout à Mm. l'heure, hein, le mariage de notre fibre très, très incarnée, humaine, et puis autre chose, hein, j'appelle ça le mariage alchimique du yin et du yang. Hein. Le yang, on va dire, c'est quelque chose de très cadré, très carré, qui n'est pas du tout mauvais en soi. Mais il y a une version ombre, il y a une version lumière de ce cadrage et de cette structuration. On en parlait avant l'émission. Et puis de cette fibre plus humaine, plus sensible, plus intérieure de l'homme, hein, de l'humain. On est vraiment dans ce mariage de nos opposés complémentaires qui ne sont absolument pas antinomiques. Et c'est justement l'œuvre qu'on a tous à faire de marier cette fibre visible et invisible, haut et bas, droite et gauche, structurée et invisible. Ça, je pense que ça fait partie aussi de toi et de nous tous, hein, de comment on marie nos dimensions féminines et masculines à l'intérieur de nous. Et l'enfant intérieur, pour moi, on est éminemment dans cette dimension féminine de l'être, cette dimension très intérieure, très connectée à la joie, qui doit se connecter au monde extérieur, qui se reflète d'ailleurs. Notre monde intérieur se reflète de notre monde extérieur. Il y a vraiment un lien entre les deux. Mm. Jusqu'où le mot éducation deviendra aussi complètement rond et accueillant. Parce qu'on voit aussi toujours éducation comme école fermée, carrée, etc. Mais ce n'est Oui, pas ça. mais tu sais, une fois, j'avais regardé l'étymologie du mot éducation. En fait, c'est educere en latin. Éducation. Hein. Donc, au départ, l'éducation, c'est conduire quelque part. C'est-à-dire, c'est Tirer conduire hors. pour mieux libérer. Hein. On est vraiment comme un tuteur quelque part. On n'est pas du tout on enferme dans quelque chose, on cadre, mais pour mieux épanouir. Et donc, dans la vertu initiale du mot, c'est comme le mot autorité. On en a tous peur parce que l'autorité, mais étymologiquement, autorité, c'est octor, c'est-à-dire acteur, auteur, autorisation. C'est vraiment l'autorité intérieure, ce qui nous gouverne au plus profond de soi. Et donc, on a à détoxifier ces mots pour leur redonner toutes leurs lettres de Bien sûr, noblesse. bien Hein. sûr. Imagine bien que quand on fait une thèse de doctorat, on se plonge dans l'étymologie et pour moi, ça a été la découverte totale, tu vois, la joie, tout ça. Mais oui, la joie, c'est aussi la découverte, hein, que ce soit une découverte extérieure ou une découverte intérieure. C'est le propre de l'enfant, hein, de découvrir le monde avec des yeux d'une belle candeur, en espérant qu'il n'y ait pas de danger qui rôde ou qui éteigne cette joie. Donc, retrouvons tous nos enfants intérieurs en se connectant à nous-mêmes, nous connectons aux plantes et aux autres. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va clore ce chapitre maintenant. Un énorme merci à toi, Antonella, d'avoir répondu présente à, à Destin Alchimique sur le début de son chemin. Je te fais un grand bisou Voilà, un et destin stellaire, magnifique. à très bientôt. Merci Merci de votre Charlotte. participation. Au revoir. Merci.